your mind, I wanna stay for you. Getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Leaving in a big pile, I don't mind. Me and Missy is so the make it money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous, c'est Will India, le sauvage. Je fais du product placement. Je case mon logo de Leadership Wizard parce que je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir une équipe exceptionnelle que je vais vous présenter dans un instant. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux sur le plateau de Legal Club Sandwich. Mais avant tout, je vais vous présenter mes acolytes. Alors, nous avons, je le dis à chaque fois, mais je ne me lasse pas de cette phrase, nous avons l'India le sauvage, la grande prêtresse de la prise de parole en public que les États-Unis nous envient, et Audrey Deléris, notre chasseuse de tête internationale, mais qui m'accompagne toutes les deux dans cette interview et qui feront leur chronique en cours d'émission, une fois n'est pas coutume. Alors, on va commencer par Audrey. Audrey, my dear, comment vas-tu aujourd'hui? Hello Pierre, hello à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la numéro 98. Écoute, je suis ravie de savoir que le monde entier, en tout cas, veut passer par moi pour chasser des têtes. Donc merci de cette promotion géniale ici, comme à chaque fois. Merci Pierre. Mais tu sais, j'augmente de fois en fois, donc je ne sais pas où on va terminer. Bientôt ce Je sera sais pas non plus. l'univers, mais on verra. Et puis, ben, Lindia, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, très bien. Moi, je me rends compte que tu as mis ta casquette juste avant, juste au moment du générique pour ne pas qu'Audrey t'empêche de la porter. Il est très malin, notre Absolument. Pierre. Parce qu'en général, Audrey check quand même nos looks. Ça, on peut le dire maintenant. On est à deux émissions de la dernière, donc on peut commencer à dévoiler quelques secrets. Voilà. Ravi de recevoir du monde aujourd'hui, un trio de folie sur le plateau. Donc, mais on va en savoir plus dans quelques instants. Absolument, moi je suis ravi de vous les présenter parce que depuis quelques semaines, je travaille avec eux en tant qu'advisor. Donc voilà, je leur ai advisé de venir faire Legal Club Sandwich, le podcast français le plus écouté, comme on aime à se le répéter, avec Lindia et Audrey. Donc, je suis très heureux de vous présenter Maxence, Étienne et Émile, qui sont donc les cofondateurs de la société Query Juriste. Les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Très très bien. Merci beaucoup de nous recevoir et de nous inviter. Eh ben, écoute, on est ravis. Ça, c'était Étienne qui parlait, mais on va approfondir chacun de vos parcours, qui vous êtes, l'histoire déjà incroyable de Query Juriste. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a une question. Alors là, ça va être un peu compliqué, mais on va faire une espèce de triangulation. On va voir si ça fonctionne. On aime bien poser une question à notre invité, mais là, c'est nos invités, donc on s'adapte. Quel est le message que vous souhaitez justement faire passer à nos auditeurs? Je ne sais pas qui veut commencer. Émile, peut-être. Ouais, allez, je vais y aller en une phrase. L'intelligence artificielle, ça n'enlève rien à l'avocat. Elle lui rend ce qu'il avait perdu avant, du temps, et ça redonne du sens au métier. Très bien. Alors, on va espérer que les autres vont aller dans le même sens. Étienne, qu'est-ce que tu aurais à dire? Euh, Difficile de passer après autant de De sagesse, prestance. mais je dirais de prestance. Mais je dirais non, je dirais que je suis très très content de pouvoir présenter et parler un peu de ce qu'on fait et du produit qu'on a construit ensemble. Et sur lequel tu bosses depuis un moment, je crois. Depuis, ouais, ça doit faire presque 2 ans maintenant, un peu moins de Ouais, 2 ans. mais quand je dis depuis un moment, c'est-à-dire qu'on s'est parlé dimanche et il passe ses dimanches à travailler. C'est très impressionnant, Étienne. Très impressionnant. Oui. Et enfin, Maxence. Maxence, ouais. Moi, en fait, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour m'adresser à mes confrères juristes. Et j'espère vraiment vous voir bientôt de vive voix. Voilà, c'est toujours mieux de se voir en vrai que l'écran. Absolument, et on fait tout pour, on fait tout pour. Alors, on va démarrer tout de suite, et je propose à Audrey d'ouvrir le bal. Oui, alors moi j'avais une question pour vous trois parce que vous semblez bien travailler ensemble. On sent déjà même dans les coulisses avant qu'on démarre sur le bouton enregistrer qu'il y avait une bonne complicité. Donc moi j'ai très envie de savoir d'où vous venez, votre parcours. Voilà, dites-nous tout. On veut tout savoir.
Euh, alors, bah, je pense qu'on va le faire tour à tour, mais je vais commencer. Donc, on est tous les trois français, évidemment, mais moi, je suis parti faire mes études quand j'avais 18 ans au Canada, à Montréal. Et là-bas, j'ai fait du machine learning, donc un petit peu ce qu'on définit par les algorithmes pour faire les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et surtout en fait de la physique. Donc j'ai un background plutôt scientifique. Et donc je suis parti faire un bachelor de 4 ans là-bas. Et un petit peu avant la fin, j'ai lancé cette société. Et ensuite, je suis revenu à Paris pour me concentrer full-time dessus. Voilà. Voilà. Moi, du coup, je m'appelle Émile Lombardo. Je suis associé avec Étienne et Max. Je pense qu'au-delà d'être simplement des associés, on est des amis, ce qui explique en partie cette cohésion aussi forte. Comme Étienne, j'ai fait mon université au Canada, dans la même université que lui. C'est là-bas où on s'est rencontrés. Moi, je faisais plutôt de la science politique et du droit. Pareil que lui, je suis allé faire un bachelor de 4 ans là-bas et puis on a lancé ça ensemble à la fin de l'université. Ok. Et, et donc moi, je suis resté en France. Hein, je suis pas parti outre-Atlantique. Et donc j'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence de droit sciences politiques. Et ensuite, je me suis spécialisé dans un master Paris-Saclay en droit des fusions-acquisitions. Voilà. Donc j'avais pu faire pas mal de stages en cabinet, en corporate, M&A, en droit boursier. Et c'est là que j'ai pu me rencontrer et faire face à cette problématique de l'IA et l'archi juridique. Parfait. Alors, on comprend vos parcours à tous les trois. Maintenant, on a envie d'en savoir plus, évidemment, sur comment vous vous êtes rencontrés et surtout comment est né le projet. Et peut-être on va démarrer avec Émile. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré Étienne? Et ça, c'est assez cocasse. On s'est rencontrés en boîte de nuit. J'ai, je, je crois son regard. Non, je rigole. C'est pas une histoire d'amour, simplement Non, il avait fait croire à mon coloc qu'il était dans sa team de tennis. Et du c'est coup, ça, moi, je pensais qu'Émile, c'était un de ses collègues du tennis. Et donc, on avait parlé pour ça. Et pendant, je pense, 2 semaines, j'ai cru que c'était un pote de Louis du tennis, alors que pas du tout. c'est C'était ça, juste qui était son un gars coloc. random de boîte de nuit. C'est ça. Et puis un jour, j'avais été invité à un événement dans une autre boîte de nuit. Je n'avais pas trop d'amis parce que je venais d'arriver à Montréal. Je savais pas qui inviter. Du coup, j'ai invité Étienne. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Et donc le projet à la genèse, il démarre de Étienne qui commence à faire ce projet. Étienne a besoin de fonds que je vais lui apporter et on va s'associer ensemble. Et forcément, moi, je faisais plus du droit au Canada. Donc voilà, après, je donne la parole à Étienne et à Max pour raconter un peu la suite. Oui, alors, donc, Émile, effectivement, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Et ensuite, très rapidement, au début du projet, quand j'ai commencé à construire la chose et que je voulais en parler aux premières personnes que je connaissais qui étaient dans le milieu juridique français, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est Maxence, parce que Maxence, je le connais depuis le lycée, on se connaît très très bien, c'était un très bon ami à moi et c'était un peu mon copain smart qui faisait du droit. Donc, on a rapidement commencé à en parler et donc très rapidement, on a commencé presque à bosser ensemble, quoi. Et Et alors, comment moi je Maxence, connais Émile? ta Oui. version? Alors bah moi, même pour Étienne, on s'est rencontrés au lycée, hein, voilà, amis d'amis. Et Émile, je l'ai rencontré une fois il y a un peu plus d'un an en coupe vent, je pense 30 secondes chez un ami. Et véritablement la première fois où je l'ai rencontré, c'était à Station F, lorsqu'on est arrivé. En fait, on avait le même onboarding et donc on est dans la même salle et c'est là où je l'ai rencontré. Donc je l'ai vraiment rencontré dans le vif du sujet. Pas mise en matière, rien, direct en attaque. Et alors, sur Et- cette histoire de boîte de nuit, je tiens à préciser, ce n'est pas du tout dans les choses dont on a discuté, que donc ces gens vivent la nuit. Et donc, dimanche dernier, à 4h45 du matin, j'avais un appel sur mon téléphone. J'étais en panique quand je me suis levé en me disant, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont besoin d'un avocat, il y en a un qui est en garde à vue, enfin que sais-je, je ne sais pas. Et quand j'ai réussi à les joindre, ils m'ont dit, non, Pierrot, on voulait que tu nous rejoignes et que tu viennes à la Casbah avec nous. J'étais là. Donc à 4h45, on pense à m'appeler. Ça m'a énormément touché que on me demande à 57 ans d'aller en boîte de nuit à 4h45 et de penser que mon téléphone était allumé pour que je sois ready to go. Cela dit, j'aurais par un miracle été debout, j'y serais allé parce que je trouve ça tellement drôle. Voilà, Ouais. mais malheureusement, Non, je dormais du sommeil du juste. Mais c'était marrant. effectivement, c'est un lieu où manifestement la créativité est à son paroxysme. Oui, je suis Est-ce content que vous qu'Émile ait pu pouvez te toucher. juste
nous donner vos âges tous les trois, parce que vous êtes quand même super jeunes. Oui, alors moi je suis. Donc l'aîné, c'est Maxence, qui a 23, enfin qui a Je vais sur mes presque 24 24. ans, ouais. Et ensuite, moi, D'accord. 23 et Émile, 22. Ok, On a tous un an 22, d'écart. 23, Ouais. 24. Bon, On est un Ouais. peu comme les trois petits cochons, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, on vous appellera comme Ouais. ça pour le podcast, si On vous le leur donne toutes souhaitez. sortes de noms, tu sais, les trois caballeros, les tres amigos, Le triumvirate. et les Ouais, les Pierre trois petits Niclet, cochons, c'est cœur de plutôt pirate, sympa. enfin, on a tout ce qu'il faut. Allez, revenons sérieux un instant, parce que c'est quand même le but de l'opération. Là, on va rentrer dans les choses un peu techniques. Qu'est-ce que c'est que Query Jurist? Et comment ça fonctionne? Je crois que c'est Étienne qui va prendre cette question. Oui, si tu veux. Écoute, en fait, la raison pour laquelle on a commencé, c'était en fait assez tard sur le marché de l'IA juridique. Donc, pour le dire dans les grandes lignes, c'est une intelligence artificielle destinée aux avocats et juristes, qui est un marché en fait très concurrentiel où il y a déjà énormément de solutions. Et même au moment où on a commencé à bosser sur le projet, donc il y a moins de 2 ans, le marché était déjà pas saturé parce que c'est pas un mot que j'aime, mais il y avait déjà énormément de solutions qui existaient déjà sur plusieurs verticales qu'on peut adresser avec de l'IA générative. Et sur le sujet donc, qui nous intéresse, qui est celui de la recherche juridique, c'est vraiment là où on a vu une opportunité. Après avoir parlé avec beaucoup en fait, d'avocats justement qui pratiquaient et après les avoir questionnés justement sur ces outils d'IA générative-là. Moi, j'étais très curieux par rapport à ça, étant donné que je faisais de l'IA un peu avant. Et en général, les retours étaient un peu toujours les mêmes. C'était qu'en fait, on avait l'impression que les outils existants, c'était un peu des chats GPT du droit. Et nous, notre thèse, c'est de dire qu'en fait, un chat GPT, un chat qui va répondre 300-400 mots pour une question super complexe, c'est pas très suffisant. Et donc que les technologies un peu employées par ce que font les boîtes qui existaient déjà n'étaient pas forcément adaptées. Donc on a construit quelque chose d'assez différent, qui est en fait une sorte d'interface où on peut effectivement poser des questions juridiques en langage naturel. Et on a un outil qui va segmenter la question, créer des sous-points de droit, ensuite conduire une recherche en autonomie pendant plusieurs minutes. Et en fait, en pratique, déployer des sous-agents. Donc en fait, il y a plusieurs IA qui vont travailler en parallèle pour aller sourcer, explorer, etc. Et à la fin, avoir un rendu qui se veut pas forcément être une conclusion, un oui-non, mais en fait, nous, on pense que ce qui va intéresser l'avocat pour des questions complexes avec une IA, c'est plutôt le pour, le contre, la nuance. Une question juridique, ça s'argumente, c'est pas oui-non, c'est souvent gris. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on a essayé d'intégrer dans notre technologie et notre produit. Et Étienne, du coup, tu parlais des destinataires de Query Jurist, justement. Ça s'adresse à qui? Tu parlais d'avocats, ça s'adresse aussi aux juristes, ça s'adresse à qui précisément? Euh, Je dirais principalement aux avocats et juristes d'entreprise. On nous a beaucoup, ça arrive même que des entrepreneurs, des dirigeants viennent sur notre plateforme et disent qu'ils aiment s'en servir pour justement ne pas aller voir des avocats. Ce à quoi généralement on répond que c'est plutôt une mauvaise idée. Et donc non, enfin, c'est vraiment à des avocats et juristes d'entreprise. C'est pas du tout un IA avocat, une IA qui se veut remplacer un avocat. Euh, et en fait, ce serait un peu, penser ça, ce serait un peu l'inverse de la thèse de notre boîte, qui est de dire les questions juridiques, c'est pas du oui-non. Et en fait, il faut savoir conduire un raisonnement et avoir une sorte d'appréciation du risque et plein d'autres choses. Et donc, c'est vraiment un outil qui est destiné à des juristes et avocats. D'ailleurs, Voilà. Et au-delà de ce vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je voulais dire qu'au-delà de ce persona, c'est de s'adresser aussi surtout à ceux qui. Il y a pas mal de personnes, quand l'IA est arrivée, se sont dit: Ah, ça va être une énorme révolution, on va plus rien faire, etc. C'est extraordinaire. Puis après, quand ils ont vu les résultats concrets, les applications, ils ont été déçus. Donc je pense que toutes les personnes qui encore, ont encore cette image de l'IA extraordinaire, comme on pouvait l'imaginer auparavant, je pense que ces deux personnes devraient tester Query parce que c'est ce qui s'en approche le plus actuellement. Oui, et puis je pense que voilà, c'est quelque chose enfin, que vous dites constamment. C'est là pour aider, ça va faire ce que ferait un stagiaire ou un jeune, très très jeune collaborateur pendant plusieurs heures, plusieurs jours, même à une époque, hein, quand on avait, nous, connu qu'il n'y avait rien n'était fiché, qu'on était dans les codes et dans les bouquins. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais Il y a genre 75 ans, quoi.
Voilà, c'est ça, Non. des gens très très vieux. Pas et, euh, et en fait, c'est vraiment ce travail de recherche juridique que produit l'IA, mais qui doit derrière être compris, analysé, revérifié. Voilà, et c'est vraiment, c'est pas pour les néophytes. Ça, c'est très clairement, il faut savoir lire le résultat qui est produit, mais ça fait gagner par contre un temps fou de recherche. Ça, c'est absolument certain. On va peut-être s'arrêter là, faire une petite pause, parce que vous savez, dans cette saison, on a décidé de changer les choses et on intercale les chroniques. Et donc, on va commencer par la chronique d'Audrey. Donc, qui dit chronique d'Audrey, comme vous le savez, je suis l'ingénieur du son ici aussi. Donc, je meuble avant de lancer le jingle d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que veulent vraiment les managers et ce qu'ils n'osent pas toujours dire. Et quand on parle recrutement, on parle souvent des candidats. J'ai d'ailleurs fait une chronique là-dessus. On parle aussi des RH qui sont souvent impliqués dans les process de recrutement. J'ai aussi fait une chronique là-dessus. Et aussi, on a ce que veulent aussi les entreprises de manière globale. Et j'ai aussi fait une chronique dessus. Donc je voulais finir par les managers pour cette petite série de chroniques. Le manager, il est évidemment extrêmement important parce que c'est le manager, qui soit directeur juridique ou directrice juridique, directeur fiscal, et ça peut s'appliquer à tous les managers juridiques, ou pas d'ailleurs, de toutes les entreprises. C'est le manager, la manager qui va travailler avec la recrue. C'est la personne qu'on va recruter donc, qui va travailler tous les jours. Et je pense que bah là, on a compris que Maxence, Étienne et Émile travaillent la nuit. Donc voilà, on est dans une société après des heures de bureau, on passe quand même énormément de temps au travail aussi. Donc forcément, le manager, la manager, il a envie que ça se passe bien pour le coup et que ça s'inscrive dans la durée, qu'on travaille même voilà, dans des horaires de bureau tout à fait plus classiques que notre trio invité aujourd'hui. Alors, une situation que je rencontre très souvent, manager lance recrutement, il sait ce qu'il veut. On a vu dans les précédentes chroniques, pas toujours, c'est pour ça qu'il faut un petit peu définir précisément ce qu'il souhaite, mais en général, c'est ce qu'il veut. Mais parfois, c'est pas toujours très clair. Donc, il y a les entretiens qui commencent. On imagine deux profils en shortlist. Ça, je pense que Pierre, tu l'as vécu aussi en tant qu'ex-directeur juridique. Je le vois très souvent avec mes clients aussi. Il y en a un qui est très bon techniquement. Il est rassurant, sans surprise. Et l'autre, il est un petit peu différent. Très autonome, très structuré. Il a aussi d'autres qualités que l'autre candidat. Techniquement, il peut être un tout petit peu moins bon, mais quand même, c'est un super potentiel. Et là, le gros doute s'installe. Lequel doit-il choisir? Ça, je sais que Pierre, vraiment, tu t'es retrouvé déjà dans une situation, on en a parlé plein de fois et je le vois avec mes clients aussi. Et là, ce que veulent les managers au fond, c'est un allié en fait. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un qui va faire gagner du temps au manager, qui va l'aider à tenir les délais, à le soulager aussi d'un élément de pression. Si on intègre dans une équipe quelqu'un qui panique totalement, ça va pas vraiment aider le manager. Les managers veulent aussi autre chose, quelque chose de plus subtil. Et ça, je pense qu'aucun d'entre vous ne va me contredire. Les managers, ils veulent quelqu'un avec qui ils auront plaisir à travailler. Alors, si on a la chance d'être amis comme nos trois invités, c'est encore mieux pour le coup, mais on peut aussi choisir de recruter quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Donc recruter pour un manager, c'est pas neutre, c'est accepter de déléguer, c'est accepter de faire confiance, c'est accepter parfois de se remettre en question, et certains profils rassurent, alors que d'autres vont challenger les managers. Et là, inconsciemment, le manager, il hésite, il dit qu'est-ce qu'elle va prendre, le numéro un qui est un peu plus comme ça, le numéro 2 qui est un peu plus comme ça. Et là, en fait, les doutes, ils vont pas forcément être sur la compétence des candidats qu'il s'apprête à recruter, mais sur sa propre posture. Comment moi, en tant que manager, je vais réagir par rapport à la personne que je vais intégrer dans mon équipe. Et ce que je vois quand je fais mes suivis d'intégration avec les candidats que je recrute chez mes clients, c'est que les recrutements qui fonctionnent le mieux sont souvent ceux où le manager il est clair avec lui-même. Si le manager il est clair sur ce qu'il attend, si le manager il est clair sur ce qu'il est prêt à déléguer, sur la place qu'il laisse, eh ben, un manager il sait ce qu'il veut. Je l'ai vu récemment avec une secrétaire générale qui a recruté par mon intermédiaire son successeur sur son poste de directeur juridique. C'est une question que je lui ai posée. Je lui ai dit, OK, là tu prends un poste plus grand, tu vas être remplacé par quelqu'un en interne, enfin par quelqu'un de l'externe que j'allais lui recruter, en tout cas par un directeur juridique. Est-ce que tu es OK pour lui laisser la place? Parce que ça c'est une vraie question. Parce que ça, il faut que la personne elle anticipe tout ça. Et donc ça nous a permis, cette question-là, d'avoir la bonne réponse et d'aller plus vite et d'être plus juste aussi dans le recrutement. Donc les conseils que je donne, c'est quand on est manager, ce que je dis voilà, à mes clients au quotidien quand je les accompagne, posez-vous ces questions. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que j'aurai besoin demain? Qu'est-ce que je veux déléguer?
Qu'est-ce que je garde dans mon périmètre? Est-ce que je suis prêt à laisser cette personne prendre de la place dans mon équipe aussi? Ça, c'est un vrai sujet. Parce que recruter, c'est pas seulement choisir quelqu'un, c'est accepter aussi de partager le lead d'un sujet ou d'un dossier. Alors pour conclure, et oui, Lydia, tu sais très bien ce que je vais dire pour le coup, puisque je vais encore une fois finir par une citation. Aujourd'hui, c'est Simon Sinek, qui est conférencier américano-britannique, auteur de livres sur le management et la motivation, qui a dit, écoute bien Pierre, je pense que tu vas être d'accord aussi, il a dit, les leaders ne sont pas ceux qui ont le plus de pouvoir, mais ceux qui donnent du pouvoir aux autres. Je vous vois caisser, donc ça me rassure sur le choix de cette citation. Donc, un recrutement réussi, ce n'est pas recruter quelqu'un qui vous ressemble, c'est recruter quelqu'un qui vous complète. Et ça, c'est souvent le plus grand défi du manager. Amen. Amen to that. Praise the mighty Lord. Bravo! Merci, Merci, merci. bravo Audrey. Absolument, Alors, absolument. on reprend, si vous voulez bien, l'interview de nos trois invités. Si j'ai bien suivi le fil, Pierre, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, je voulais interroger Étienne sur ce qui différencie vraiment, même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais votre intelligence artificielle des autres solutions. Ouais. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais effectivement tout à l'heure. La seule vraie différence, c'est, je vais le dire comme ça, on va dire l'approche technologique. Et, euh, et en fait, pour expliquer un peu ça, je vais expliquer comment fonctionne une intelligence artificielle juridique de manière générale on va dire pour faire de la recherche. C'est qu'on prend une ou plusieurs IA qui existent déjà. Donc ça peut être les IA développées par OpenAI, Google, Mistral, ce qu'on veut. Et ensuite, on va les connecter à une base de données juridique pour qu'elles puissent citer leurs sources et nous faire des réponses qu'en s'appuyant sur des sources fiables. Euh, Sauf que quand on dit on la connecte à une base de données, en fait, c'est pas vraiment magique. C'est comme quand on dit ChatGPT va chercher sur le web. C'est pas magique. En fait, entre les deux, on fait des systèmes de search, de retrieval, des choses qui vont aller envoyer du contexte, donc de la documentation, à l'IA pour qu'elle puisse générer sa réponse. Et en fait, là où on a vraiment innové, c'est dans cette manière d'apporter du contexte à l'IA. Là où ce que je disais tout à l'heure, les IA génératives existantes utilisaient des technologies que nous, on considère comme un peu généralistes et qui les appliquent au juridique. C'est-à-dire que c'est des technologies de search où en fait, le but de la recherche, ça va être de trouver un paragraphe, un document qui va répondre de manière claire et explicite à la question. Nous, ce qu'on dit, notre thèse, c'est de dire ça ne peut pas fonctionner en juridique, ou en tout cas pour des questions complexes. Parce que la réponse à la question ne va pas être un oui-non, mais vraiment un développement, une argumentation, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a construit tout un système. On ne va pas avoir une IA qu'on connecte de la manière décrite à une base de données, mais en fait, on va avoir plusieurs IA on a développé tout un système nous-mêmes qui est très différent de ce qui se fait autre part, où on va prendre plusieurs IA en parallèle avec une qui les coordonne, qui les babysit, si on veut dire, et on va les forcer à répliquer un peu le raisonnement, le cheminement d'un juriste, d'un avocat lors de sa recherche. Donc, en fait, typiquement, il va commencer par déjà savoir à quelle documentation il a accès, segmenter la documentation pour se dire je vais essayer d'être exhaustif, donc je vais regarder tout ce qui se rapporte à ce thème-là juridique, et ensuite commencer par les fondamentaux, des articles de loi typiquement, et regarder comment ces articles ont été interprétés dans la jurisprudence, comme ça, et fonctionner un peu en entonnoir pour faire une réponse. La contrepartie à ça, c'est que la réponse prend plus de temps. Et en général, on va avoir une réponse qui va être apportée au bout de 7-10 minutes et non pas instantanément. C'est vraiment uniquement cette approche-là qui est différente. Parce qu'après, sur les modèles de langage existants, on utilise à peu près les mêmes que ceux de nos concurrents. Et sur la documentation, c'est pareil. On travaille tous sur de la loi, de la jurisprudence, de la documentation juridique en général. Ok, très clair. Je crois que Non, non, Pierre, non, tu non, non, voulais... j'y arrive. J'y arrivais. Je réfléchissais s'il y avait une follow-up question, mais en fait, non. Et donc, ok, donc on voit la différence. Moi, je vais poser la question à Émile. On a compris donc le mécanisme, enfin,
On a compris pour des juristes. Hein. Enfin, God, tu nous as épargné, Étienne, à pas rentrer dans le code. Je repensais quand tu disais tout à l'heure que tu étais physicien et mathématheux et tout ça. J'ai eu des flashs de moi avec mes cours privés de maths pour atteindre péniblement 5 sur 10, 5 sur 20. Enfin bon, bref, donc voilà. Mais du coup, merci de nous avoir épargnés. En revanche, quels sont les gains concrets que va apporter Query Jurist à ses utilisateurs? Émile, est-ce que tu peux prendre cette question? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense que je suis bien placé pour les décrire parce que, évidemment, vu que je m'occupe de la partie commerciale de l'outil, je suis en contact permanent avec des clients qui, eux, me racontent leur propre expérience avec l'outil et ce qu'ils gagnent, en fait. Puis derrière, moi, ça me permet de forcément capitaliser là-dessus. Mais je dirais qu'il y a vraiment il y a plusieurs surfaces sur lesquelles on va gagner. Évidemment, forcément, il y a du gain de temps parce qu'une recherche, c'est très fastidieux, c'est très long. Mais si, on va aussi gagner de l'argent parce que, bon, moi, je pense que ça n'échappe à personne, hein, mais quand on est avocat, qu'on reçoit un dossier, qu'on fait une recherche de 10 heures, on va pas facturer 10 heures au client, on va lui facturer parfois 3 heures. Donc, c'est 7 heures de recherche non facturable qu'on va juste jeter à la poubelle. Et au-delà de ça, je pense que c'est un gain aussi au niveau de la tranquillité d'esprit. Parce que quand on est avocat, qu'on est seul dans son propre cabinet, avoir un petit sparring partner, quelqu'un, enfin pas quelqu'un parce que c'est une IA, mais je veux dire, pouvoir discuter, challenger ses positions, etc., avec un outil qui construit véritablement un raisonnement juridique à la manière d'un jeune collaborateur, c'est vrai que là, on gagne vraiment, vraiment, vraiment sur la charge mentale que c'est de faire une recherche. Et au-delà de ça, on va pas se mentir quand même, les IA sont en mesure de traiter un nombre de documentation énorme en un temps record. Ce qui fait que bah, c'est aussi une tranquillité d'esprit dans le sens où le but de l'IA, c'est de couvrir le maximum d'angles morts juridiques. Donc, il n'y a pas d'angle mort juridique. Et dans ce cas, on ne passe à côté d'aucune information pertinente. Donc, vraiment, je dirais que les gains, ça va être gain sur la charge mentale, gain de temps, évidemment, parce qu'on va gagner du temps, et gain financier parce qu'on va pouvoir facturer les heures correctement, faire des recherches qui sont plus précises, et évidemment, gain stratégique, parce qu'au-delà de ça, on passe à côté d'aucun angle mort juridique, donc on peut plus gagner si on fait du contentieux, et mieux conseiller ses clients si on fait du conseil. Ouais. Et moi, Je pense que quelque chose. Pardon, vas-y, vas-y. ouais, pour finir, pour compléter ce que disait Emile, effectivement, c'est le grand sujet aussi, moi je trouve, c'est un peu ce que disait Emile, c'était sur la sécurité juridique. Et en fait, ça, c'est assez intéressant comme ça parce que le métier quand même de l'avocat, c'est quand même de connaître le droit à la base. Et donc en fait, même dans les très grandes organisations chez qui on a déployé, en fait, c'est pas du tout un outil qui va être uniquement utile aux stagiaires qui font les recherches. Et en fait, quand on parle de sécurité juridique, par exemple, ça va du stagiaire au collaborateur jusqu'à l'associé, qui parfois l'associé a envie de confirmer quelque chose qu'il avait en tête. Il va utiliser l'outil, le mettre dans la machine, essayer de confronter ses points de vue, comme disait Emile. Et ça sert à être vraiment sûr de soi et à vraiment sécuriser ses positions. C'est aussi ça, surtout. Mais ça rejoint ce que disait Emile. Et alors moi, une catégorie de gens auxquels j'ai pensé que Audrey connaît bien, puisque nous avons toute une catégorie de juristes qui sont uniques, c'est-à-dire qui sont tout seuls à gérer, c'est souvent dans les startups, etc. Et c'est vrai que typiquement, ça répond à un problème quand on est seul avec soi-même à devoir gérer, parce que tu penses aux avocats, mais il y a tous les juristes aussi, quand on est seul avec soi-même et qu'on n'a pas évidemment des budgets pléthoriques pour consulter tous les avocats de la planète, ça peut aussi aider ce type de profil très particulier de juristes qui sont tout seuls voilà, avec eux-mêmes pour réfléchir aux problèmes qui leur sont posés. Et ça, c'est très, très intéressant aussi à ce niveau-là, je pense, pour ce Ouais. type de population. Audrey, je crois que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, j'avais une question pour vous trois. Là, pour le coup, selon vous trois, donc, comment est-ce que les éditeurs de logiciels vous perçoivent, selon vous? C'est pas, hein, il faudrait leur demander si vous avez le numéro là des grands éditeurs, passez-le moi, je vais le call, je vais leur demander ce qu'ils pensent de nous, mais j'avoue que j'en sais trop rien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous les gars? Honnêtement, je sais pas et j'ai pas beaucoup d'idées par rapport à ça et puis c'est pas vraiment le genre de questions qu'on se pose. Ils doivent quand même Euh, se dire que pour un nouvel acteur, vous vous débrouillez pas mal, non? Ah oui, oui, oui. Non, parce qu'effectivement, nous, on a pas mal d'éditeurs qui sont rentrés en contact avec nous. Et effectivement, c'est souvent le retour.
Oui, Et ils en rentrent plus, en le fait qu'on n'a pas contact. levé de fonds. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, bah, ils rentrent en contact. Parfois, ils envoient des petits espions se connecter sur Query pour nous challenger un peu l'outil. Et Bon, après, on fait la même chose. Forcément, ça fait partie du biz, hein. On fait de la veille stratégique, on regarde ce qui se fait ailleurs, on essaye de prévoir, et on a des réflexes aussi de grandes boîtes. Donc, je sais pas comment est-ce qu'ils nous perçoivent. Je dirais que je sais même pas si c'est une question qu'on se pose, en fait. Franchement. Bah, de toute façon, chacun avance de son côté. Et puis, voilà. Et on a toujours. Moi, je trouve ça très bien quand il y a des gens qui commencent à être assez établis, qu'il y a un petit trublion qui arrive, qui propose des choses nouvelles. C'est très bien. Ça a toujours été l'histoire de toutes les sociétés, hein. Donc, c'est très bien. On va faire de nouveau une deuxième pause. Cette fois-ci, on va écouter donc la grande prêtresse de la prise de parole en public que le monde entier et surtout les États-Unis nous envient. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça dorénavant maintenant. Ouais, C'est oui, nouveau avec cette émission. ouais. Avec ça te va bien, ça te fait plaisir, non? Écoute, si c'est les États-Unis qui envient tes deux chroniqueuses, nous sommes quand même flattés. Le monde entier, tu disais tout à l'heure, on peut Mais voir c'est plus le loin monde encore. entier. Non, Ouais. je vais corriger. Par particulier les Bahamas, qui, Ah ouais, voilà, ouais, ok, voilà, ok. Je pense qu'Audrey et moi sommes totalement d'accord. On parfait. va aller Allez, peut-être s'en rendre compte directement sur place, bien entendu. C'est c'est ça, toujours il mieux. faut aller faire un field trip. On balance le jingle. Alors, on va continuer notre série, en tout cas, de chroniques sur les neurosciences. Vous savez, l'apport des neurosciences dans la communication et notamment dans la prise de parole en public, dans les pitchs également, ce qui va intéresser notre trio aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'émotions, de dopamine, d'ocytocine. Pourquoi une histoire marque plus qu'un argument? On a longtemps cru que la communication professionnelle devait être rationnelle, structurée, factuelle, argumentée, surtout d'ailleurs chez les juristes. Et pourtant, les neurosciences, elles nous disent exactement l'inverse. Le cerveau décide avec l'émotion, puis justifie avec la raison. Alors aujourd'hui, je vous propose de comprendre pourquoi une histoire bien racontée a plus d'impact qu'un argument parfaitement construit. Le cerveau, en fait, n'est pas une machine logique. Quand vous prenez la parole, votre auditoire n'écoute pas uniquement avec son cortex rationnel, il écoute avec son cerveau émotionnel, son système limbique, son système de récompense, ses circuits de projection. Autrement dit, le cerveau, il cherche à ressentir avant de comprendre. Et c'est là que les deux molécules entrent en jeu. La première, c'est la dopamine, c'est l'allié de l'attention. Je vois que Maxence est profondément concentré sur ce que je suis en train de raconter. C'est la dopamine, Maxence, j'y reviens. C'est donc la molécule de la curiosité et de la motivation. Elle s'active quand il y a une surprise, quand il y a une tension, quand il y a une histoire, quand il y a un enjeu. Et quand un dirigeant ou toute personne appelée à prendre la parole commence par il y a 6 mois, on a failli perdre un client stratégique, eh bien, le cerveau, lui, se met dans une alerte positive. Il veut savoir la suite. La dopamine, elle augmente l'attention et l'attention augmente la mémorisation. C'est biologique. Deuxième molécule maintenant, comme je vous le disais, c'est l'ocytocine. C'est ce qu'on appelle la molécule de la confiance. Elle s'active quand on perçoit de l'authenticité, de la vulnérabilité maîtrisée, un récit humain, une intention sincère. Quand une personne dit je me suis trompée sur ce point, mais voici ce que j'ai appris, ben en fait, il ne perd pas en crédibilité, il gagne en confiance. Parce que le cerveau humain, il est programmé pour se relier aux autres par l'émotion partagée. Je vous donne un exemple, puisque Audrey, dans l'oreillette, m'en demande régulièrement. Un exemple, c'est un CIO qui change l'ambiance d'une salle. Il doit mobiliser ses équipes dans un contexte compliqué, avec une pression économique, restructuration, un climat social plutôt fragile. Son premier discours était très rationnel,
avec des chiffres, une stratégie, une feuille de route correcte, mais froid. Alors, on a ajouté une histoire simple. Écoutez bien. Il y a 3 ans, nous avons traversé notre première crise. J'ai vu des équipes se serrer les coudes comme jamais. C'est ce même, c'est ce même esprit que je veux retrouver aujourd'hui. Eh bien là, la salle, elle a changé d'énergie. Alors pourquoi? Eh bien parce que le cerveau, il ne retient pas seulement des chiffres, il retient des images émotionnelles partagées. Vous me suivez? Ouais. Deuxième exemple, Audrey. Une directrice juridique qui ose l'incarnation. On imagine une directrice juridique qui doit défendre un positionnement plutôt ferme sur un sujet de conformité. On avait une argumentation irréprochable, mais très technique. Donc, on a ajouté une phrase. Si nous prenons ce risque aujourd'hui, c'est notre réputation qui est en jeu. Et je ne veux pas que notre nom soit associé à un manquement évitable. Ce n'était pas émotionnel au sens dramatique, vous l'aurez compris, c'est émotionnel au sens engagé. Et soudain, le COMEX a compris que le sujet dépassait évidemment le cadre juridique. Alors pourquoi les histoires, elles fonctionnent si bien? Parce que quand vous les racontez, le cerveau, il active les zones de langage, les zones sensorielles, les zones motrices, les zones émotionnelles. Autrement dit, l'auditoire vous écoute pas seulement, il ne vous écoute pas seulement, il vit ce que vous ressentez. Et ce qui est vécu reste. Je termine. L'émotion, elle n'est pas l'ennemi de la rigueur, elle le véhicule. Elle, pardon, je me suis déconcentrée. Elle est le véhicule du sens. Un discours purement rationnel informe, lorsqu'un discours rationnel et émotionnellement incarné, lui, transforme. La clé, c'est l'authenticité. Le cerveau détecte très vite l'émotion forcée, mais il s'ouvre immédiatement à l'émotion sincère. Alors, comment intégrer maintenant l'émotion dans une prise de parole professionnelle? Eh bien, 3 leviers. Ajouter une micro-histoire. Alors, pas 10 minutes, 30 secondes suffisent. Nommer l'enjeu humain. Qui est-ce qui est impacté? Pourquoi c'est important? Et enfin, parler en jeu, JE, quand c'est nécessaire, évidemment. C'est du leadership assumé. Convaincre, c'est toucher. Les neurosciences nous le rappellent. On ne mémorise pas ce qui est uniquement logique. On mémorise ce qui est ressenti. Lorsque l'on sait intégrer l'émotion dans sa parole, on capte l'attention, on crée de la confiance, on renforce l'adhésion et on marque durablement. On voit que comme cela, la parole n'est pas une démonstration, c'est une expérience. Et une expérience, ça se vit. Oh, c'est beau, Lydia. C'est beau, Eh c'est oui, beau. ça se vit, Pierre, c'est une Ça se expérience. vit. J'espère que mon trio nous a bien écoutés, m'a bien Mais, écouté dans cette J'ai chronique et que adoré. ça va vous servir. mais nous sommes, on en a souvent parlé sur l'importance du relationnel, ne serait-ce que à chaque instant. C'est vraiment notre leitmotiv avec Audrey. On a quand même créé Fleet Network. Fleet Network, ça je ne l'ai pas dit, qui a un site internet depuis cette C'est semaine. vrai, C'est le moment de le dire, Audrey. c'est vrai. Fleet-network.com. On en a presque pleuré après 6 ans. Nous avons un site internet. Et on récupère à peu C'est près 15 heures de notre vie par mois, Audrey, chacun. Donc à peu Tout près, à à nouveau, fait. ça Et fait ça, 30 heures. c'est pas rien, ça. C'est pas rien. bravo, Lydia, c'était la page de pub de Pierre oui, bah, et moi je fais Audrey, du product placement dans tous les sens, hein. Tu sais, dès que je mais c'est peux. mérité. C'est mérité. Pour avoir regardé avec attention le site, il est très Ah. très bien. Bravo. Merci. Et on Allez, remercie petite question, Adrien qui nous a Lindia. aidés, voilà, sur le sujet. On va Oui, poser les bravo dernières Adrien. questions à nos camarades. Lindia, Alors, eh bien, nous en étions. Eh ben, je vais y revenir tout de suite. c'est la question 8, Lindia. Oui, oui, bien sûr. Bien C'est sûr. voilà, j'essaye de retrouver mon script à la bonne place. Enfin, j'ai quelques notes évidemment pour cette émission. Me Et voilà, fatigue. je pense qu'un petit fou rire est en train de se déclarer. Attends, Pierre, tu m'as déconcentré.
Bon, Alors, Audrey, tu peux peut-être poser la non, question non, Pour dans non, la mais je vais y l'immédiat sur le question, arriver, je si vais tu sujet. y veux bien. arriver. Ne bougez pas, ne bougez pas. Quand on est une start-up, les amis, comment est-ce qu'on peut lutter avec des grosses boîtes bien établies, comme vous les avez mentionnées tout à l'heure? Comment fait-on en fait? Comment on lutte? Comment on gagne la partie? Euh, et c'est une bonne question. Je pense qu'il y a, je sais pas si la question a clairement été tranchée parce que c'est une question qui se pose énormément depuis assez longtemps, euh, notamment dans les endroits où il y a beaucoup de startups qui se battent face à des grosses boîtes. Donc c'est assez compliqué, mais je pense que les principes qu'on peut dégager qui sont assez évidents, c'est que déjà, euh, quand on a moins d'argent, moins de moyens, moins de facilité à faire les choses, ça force à être innovant. Ça, c'est assez évident, je pense. Et puis, il y a une deuxième chose qui est dans une petite organisation où il y a moins de process, tout va en général beaucoup plus vite. Et surtout, on est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche des clients. Mm. Émile disait qu'il s'occupait de la partie commerciale. Du coup, lui, typiquement, qui est un des cofondateurs, il a énormément de retours. Mais Maxence et moi aussi, on fait de la vente. Et quand je dis vente, c'est pas de la vente, la loup de Wall Street. En fait, c'est des démos, c'est des rendez-vous avec des clients où en fait on comprend ce qu'ils nous disent. Et je pense que ça, c'est extrêmement précieux et c'est tout aussi précieux que difficile à conserver quand on est une grande organisation. Euh, et donc, je pense que ces deux choses-là font que, en fait, c'est sur certaines verticales et sur certaines choses un peu niches, en général, être petit, ça peut être un avantage. Mais évidemment, il y a plein d'autres désavantages qui vont avec. Ok. Je dis toujours, vous savez que moi je me concentre beaucoup sur les juristes et les directeurs juridiques en executive mentoring. Il vaut mieux être un gros poisson dans un tout petit étang que l'inverse. Et vous focussez vraiment sur ce que font, ce que les autres ont délaissé, et d'être, enfin voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie. Il faut aller, Oui, pas la peine de try to be all thing to everyone, hein, comme on dit à oui. Ottawa. Mais Sinon, ce voilà. qu'on dit, c'est It's better to have 100 people that loves you than 10,000 people that like you. Hmm. Ah, Je t'ai mis à super. parler anglais, donc je me permets, voilà. Ah, mais on est complètement bilingue. C'est l'école Jean-Claude Van Damme. Donc, Et on je est parfait. précise que ton expression, Pierre, ça fait la deuxième réunion qu'on fait aujourd'hui ensemble. Où je Et le c'est la dis. deuxième fois, tu l'as dit ce matin Je sais aussi. pas, ouais, C'est vrai. Donc vivement aujourd'hui, la prochaine réunion. Du voilà, coup, si on pouvait faire une troisième réunion, que je la sorte une troisième fois ouais, je aujourd'hui, t'invite à une Audrey. prochaine réunion, je sens qu'il y a besoin. Voilà. Moi, j'ai une question. Évidemment, quand on vous voit, on ne peut s'empêcher de vous apprécier, de vous trouver hyper sympathique et on a envie de travailler avec vous, c'est une évidence. Mais surtout, une question qui doit venir, et c'est est-ce que c'est compliqué d'être, vous avez parlé de votre âge tout à l'heure, d'être entrepreneur quand on a 21, 23 ans? Moi, je suis tellement admiratif. Je me dis, enfin, je sais pas pour vous trois, Audrey et Lindia, mais moi, jamais j'aurais eu le courage, la volonté, l'audacité d'y aller. Je trouve ça fabuleux et j'adore. Mais du coup, est-ce que c'est compliqué? Maxence? Moi, je dirais, en fait, il y a deux choses. La première, c'est si on a déjà connu, enfin, on a déjà fait des stages en entreprise ou en cabinet, comme c'était mon cas, où on connaît un peu ce monde avec la hiérarchie très construite, tous les process, une ambiance qui peut être particulière, des collègues qu'on apprécie plus ou moins. Et donc, si on passe de ça à l'entrepreneuriat, qui plus est avec des amis, forcément, enfin, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que tous les moments, tu les apprécies. Tes journées de travail, au lieu de regarder l'heure, je sais pas, entre 14, 15, 16, passer ton après-midi à regarder l'heure, tu le vois pas passer. Donc, moi, je le vois plus comme une facilité. Après, une facilité qui fait que, en plus, moi, je suis sorti d'études, je les ai terminées. Donc, pour moi, on a tout à gagner et pas grand-chose à perdre. Donc, moi, je le vois pas vraiment comme une difficulté. Ouais, je pense que ce serait peut-être plus dur pour rejoindre ce que disait Max si on a, je sais pas, 33 ans, qu'on vient d'avoir un enfant et qu'en fait, on peut peut-être moins se permettre de travailler 2 ans sans salaire, 13 heures par jour, et sans être sûr qu'après, ça va payer. Donc en fait,
moi, ma thèse, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être même beaucoup plus simple d'entreprendre à notre âge qu'à 30, 40, 50, 60 ans, quoi. Je dirais que le seul point négatif en fait à entreprendre à notre âge, c'est que forcément on a moins d'expérience. Mais en fait, on doit tout apprendre. Et quand il y a à tout apprendre, bah, on fait 1000 erreurs et on en reviendra peut-être, mais du coup, bah, quand on a 21 ans et que, bah, par exemple pour moi, on se retrouve à manager des gens de son âge, c'est assez bizarre parce que, par exemple, on doit très vite vraiment essayer de faire une distinction entre, on manage pas des amis, mais on manage vraiment nos employés, etc. Et ça, par exemple, ça a été des trucs qui sont difficiles en fait. Moi, je suis tombé dans plein de pièges, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, mais pour autant, je pense que effectivement, j'ai l'énergie de pouvoir remonter, l'énergie de vouloir apprendre. Quand on est jeune, on apprend plus vite et forcément, on est plus déterminé parce que on a la vie devant soi. Donc, voilà. Et justement, du coup, Émilie, j'aimerais même rebondir, tu parlais d'erreur, justement. Est-ce que tu peux me dire, et la question s'adresse aussi à tous les trois, Émile, Étienne et Maxence, si vous pouviez recommencer de zéro, ça a que 2 ans, donc avec le recul de quelque chose d'assez récent, qu'est-ce que vous feriez différemment et est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites justement que vous reproduirez plus par rapport à cet écosystème juridique qui est bien particulier avec déjà pas mal de legal tech sur le marché? Euh, tu dis que ça fait que 2 ans, mais en fait, ça fait même en fait moins de temps parce qu'il y a eu une grosse phase de développement où le produit était en Ouais, ligne et on parlait début beaucoup avec des avocats. On se disait, ouais. Et donc, en fait, je pense que si jamais je me pose les questions de qu'est-ce que je referais depuis le début de la boîte, je me pose des questions de qu'est-ce que je referais depuis 8 mois, en fait. Et ouais. par rapport à ça, beaucoup de choses. En fait, il y a énormément de choses que je pourrais refaire où je me dis que c'était une erreur, mais à la fois, je me dis que dans tous les cas, ça prend énormément d'itérations, construire un bon produit, de savoir parler à son marché, savoir parler à ses clients, que c'est même pas vraiment quelque chose qui est évitable. Et je pense pas qu'il y ait de parfaite manière d'arriver de construire un produit et d'attaquer son marché et de faire un sans faute, quoi. Donc, dans la même démarche, je suis même pas sûr qu'il y ait de manuel pour comment bien faire une boîte. Parce que tout est toujours très spécifique en fonction de la valeur qu'on apporte, à qui on s'adresse, etc. Donc, je saurais même pas vraiment répondre à cette question. Alors que je sais que j'ai fait plein d'erreurs. C'est ça qui est un peu paradoxal. Bah Et si oui, vous avez des anecdotes aussi, Émile, pardon, je Ouais. te coupe, si vous avez des anecdotes, moi j'adore les anecdotes et on n'en a pas encore assez parlé, je trouve, aujourd'hui. Et ça, Lindia, tu sais que j'adore, donc si vous avez des exemples Je m'y entre attendais. nous six, du coup, dites-nous Non, tout. non, alors, est-ce qu'il y a des choses que je referais différemment? En fait, comme je disais, j'ai fait 1000 erreurs et puis je vais en raconter, mais j'ai fait 1000 erreurs, mais elles font quand même partie de mon apprentissage. Et si je les avais pas faites, je m'en serais pas rendu compte aujourd'hui, donc je serais pas en mesure de pouvoir vous dire que je les ferais différemment. Donc, je pense que l'échec est une marche vers la réussite. Même pour aller au paradis, il faut mourir. Donc, dans tous les cas, je veux dire, il faut partir du principe que l'échec fait partie du chemin nécessaire pour le faire. Donc, je ferai pas les choses différemment. Par contre, ce que j'ai euh, appris de mes échecs, alors, moi, honnêtement, mes échecs, ça a été surtout parfois de vouloir trop, par exemple, je peux parler de management, mais de vouloir trop être proche, de mes sales, considérer que c'est comme mes amis, leur parler comme mes amis, c'est peut-être une erreur et j'ai pas surtout réussi parfois à essayer d'instaurer une espèce de hiérarchie, mais pas une hiérarchie toxique, vous voyez. Et ça, je pense que c'était une erreur que j'ai faite et qui a pas assez stimulé, qui a pas assez stimulé chez mes sales la performance. Après, il y a d'autres trucs, hein. Je pense que au niveau des outils, forcément, quand on connaît pas les outils, en fait, faut se forcer à découvrir. Et parfois aussi, quand on est jeune, s'il y avait un truc que je ferais différemment, c'est que bah, parfois, ben, on veut sortir avec ses copains, aller rigoler au lieu de s'enfermer, de travailler et de faire l'audit qu'on devait faire depuis des jours. Donc voilà, donc ça va être vraiment au niveau de la motivation et puis au niveau du management que j'ai des choses à apprendre, mais je continue d'apprendre. Puis j'en ferai, j'imagine, 1000 autres des erreurs que je regretterai. Et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte? On est, on est 7. D'accord. Et il n'y a pas eu de levée de fonds, hein, je crois, c'est ce que vous disiez. Non, Non. pas de levée de fonds.
Ok. Not yet. Et Bill Gates a commencé dans son garage. Ouais. Ouais, Bill Gates C'est pas de... qui nous harcèle pour investir, d'ailleurs, Ouais, ça c'est un devient peu relou. gênant. Je vais le bloquer. Ça devient le call de Bill et de Marc Bon, alors, et de qu'est-ce qu'on peut Marc. vous souhaiter pour la suite? D'être heureux. Non, je rigole. On vous souhaite Non, beaucoup de bonheur. Il en non, je faut pense peu pour être de... heureux. De rester un Non, trio uni, parce que ça, c'est quand déjà même oui. important. Ouais, un Non, et trio puis, uni, en confiance, ouais, tous les trois. oui, ça, et puis je pense que surtout continuer à être innovant dans ce qu'on fait et Mm, pas mm, avoir le syndrome de la grosse boîte, mm. pour faire Ouais, référence à ouais, ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que ça, c'est très très dur. ouais. De combiner une sorte de go-to-market très agressif et être très très innovant et voilà. Et Alors, ça au-delà sera d'un votre challenge. Oui, tu disais, Émile. Ouais, mais au-delà d'un go-to-market très agressif, certes, il faut toujours être respectueux du client. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on a toujours essayé de faire et que les clients témoignent, dont les clients témoigneront, je pense. C'est qu'on est toujours, on fait les choses peut-être qui scalent pas. Mais là, du coup, on va essayer de, voilà, essayer de combiner une approche respectueuse, mais énervée, rapide, efficace quand même. Et rassurez-vous, hein, Respectueux et énervé. quand il va s'agir de recruter, Audrey, je sais, sera présente pour vous donner quelques conseils sur comment bien recruter. Elle vous donnera, quand il s'agira d'aller faire des pitchs, Lindia vous donnera quelques conseils pour bien pitcher. Voilà, vous avez votre Dream Team du Legal Club Sandwich Et euh, juste, si qui je va vous peux, suivre. comme tu parles de ça, Pierre, je me permets juste quand tu disais, je crois que c'est toi, Émile, qui disait ce qui est toujours difficile en termes de management, c'est que les sales, c'est pas mes copains, c'est pas tout ça. Souvent, ce que je vois en termes de cohésion d'équipe, là pour le coup, mais c'est aussi de la communication, chez les jeunes managers, l'erreur, c'est souvent de s'entourer de personnes qui nous ressemblent parce que ça nous rassure. Alors qu'en fait, il faut s'entourer de personnes qui n'ont pas des forces et qui ne sont pas comme toi, justement. Donc, ça, c'est intéressant. Et la process com pourrait être un outil très J'ai bien intéressant. écouté ta chronique. J'ai bien écouté ta chronique et personne qui nous complète, pas les personnes qui nous Ouais, ressemblent. Exactement. exactement. Important. Absolument, et c'est pour ça Voilà. que C'est mon petit conseil du jour pour vous trois. ouais, mais c'est formidable. Mais, franchement, en tout cas, le produit, pour tous les juristes qui nous écoutent, le produit est absolument exceptionnel pour l'avoir testé. Donc, n'hésitez pas à aller le tester sur Query Jurist ou à demander. On mettra le lien sous le podcast, mais sinon, j'imagine qu'il y a une adresse, c'est contact@query-jurist.com, c'est ça? Je le fais totalement au Exactement, ouais. pif. Oui, ou sinon, ouais. Voilà. Bon, vous nous contactez, enfin vous les contactez plus exactement. Et n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été membre, d'être les premiers à avoir une équipe qui vient parler. C'est génial. C'est très enthousiasmant de vous écouter. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans cette aventure. Et puis, bah, écoutez, du coup, je refais l'ingénieur du son. Je me prépare pour le générique de fin. Euh, Merci à vous trois. Merci. Bien sûr, on était ravis de vous avoir. Merci Pierre, merci Lydia et merci Audrey Merci à tous de me les trois. recevoir. Merci Très, beaucoup. très C'était très content d'être sympa. passé dans ce podcast légendaire. J'avais Ouais, beaucoup entendu c'est Le parler. plus les écouté de gens, France. Que le monde entier les, nous envie, que le comme monde Des dirait entier Monsieur nous États-Unis Pierre envie, surtout. Les Landi. Des États-Unis, hein. États-Unis. surtout aux Apparemment, ils États-Unis, remettent les cours de français aux États-Unis pour pouvoir pour Nous pouvoir écouter. absolument. Et dans les c'est- Bahamas, c'est- ils font la même chose. Ça, C'est assez c'est... curieux. Voilà. Pierre a Bon, fait allez, beaucoup de pubs là-bas. allez, générique de fin. Et souvenez-vous, mieux vaut être un gros Voilà. poisson dans un petit étang. Voilà, comme ça, j'ai casé 3 fois, Audrey. On est content, Paris gagné. Bravo Pierre, tu peux aller te coucher pour aujourd'hui. Allez, bonne semaine à tous, à la prochaine. C'est parti. See the money won't stay for you. Getting all the pieces of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels.